Alors comment donc le CAP intervient pour aider à construire les programmes de formation en tenant compte de ces fameux blocs de compétences? Voilà, donc je vais parler un petit peu de notre service, déjà pour évoquer d'où je parle et expliciter un petit peu le positionnement. Donc notre service, le Centre d'accompagnement à la pédagogie, est rattaché en fait au... Ah, alors je me suis trompé déjà, je n'ai pas tourné dans le bon sens. Voilà. Alors donc voilà, Julien Meunier du CAP, c'est moi. Le service, donc le CAP, le Centre d'accompagnement à la pédagogie, est rattaché à la direction de la formation. Et notre service, en fait, est composé de 2 pôles. Et ça c'est assez singulier parce que je crois que ça existe très peu dans les autres universités, mais on a un service qui est composé de 2 pôles. Un pôle accompagnement, vous voyez, avec 2 cellules, une cellule ingénierie pédagogique et une cellule conseil pédagogique. Et ce qui fait notre spécificité, c'est d'avoir aussi une cellule qualité qui mène des enquêtes auprès des étudiants, qui nous ramène des éléments d'évaluation des formations, et donc qui vient aussi alimenter notre réflexion sur les pratiques pédagogiques à l'université. Et ça existe dans peu d'universités, donc je souhaitais le souligner parce que je crois que c'est une singularité intéressante et importante. Donc voilà un petit peu pour poser le cadre. Donc moi, dans ce service, je suis conseiller pédagogique et une de mes fonctions, c'est aussi d'accompagner les équipes dans le développement de leur pratique pédagogique. Donc nos missions, c'est quoi? C'est donc former, accompagner les équipes, accompagner les enseignants, mais aussi accompagner les équipes, donc des accompagnements individuels et collectifs, valoriser les initiatives pédagogiques parce qu'elles sont nombreuses dans l'établissement et malheureusement elles ont tendance à être parfois assez invisibilisées, c'est-à-dire que parce que nous sommes un grand établissement, que nous avons de nombreuses formations, on n'a pas souvent l'occasion de mettre en avant des pratiques pédagogiques qui ne sont pas forcément innovantes, mais qui sont en tout cas très intéressantes, qui sont expérimentales et qu'il faut pouvoir valoriser. Et donc, c'est une de nos missions aussi. Et nos missions, c'est de proposer aussi des espaces d'échange aux enseignants où ils peuvent rencontrer des pairs et constituer des communautés de pratique. Donc ça, c'est pour le service, donc le CAP, le Centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants. Et... donc j'ai été sollicité pour parler des blocs de compétences parce qu'on est dans un contexte aussi, un contexte particulier. Est-ce que ça s'affiche? Non, ça s'affiche sur mon ordinateur, mais ça ne s'affiche pas là, voilà. Un contexte particulier d'abord parce que le Code du travail, comment définit le Code du travail les blocs de compétences? Il est défini comme étant des ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. Donc ça, c'est le contexte réglementaire du Code du travail. Mais il y a des déclinaisons, et par exemple, l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, il mentionne les blocs de compétences et il précise, sur un plan pédagogique, les parcours de licence sont organisés en semestre et en blocs de connaissances et de compétences. J'attire votre attention qu'au niveau sémantique, c'est intéressant puisqu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes. Parfois, on parle de blocs de compétences, parfois de blocs de connaissances et de compétences, ce qui, vous voyez, peut amener un certain nombre de complexités en fait, dans la manipulation en fait, de ces concepts. Et puis il y a la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 et qui précise en fait que les certifications professionnelles, dont les diplômes, doivent être composés de blocs de compétences. Enfin, l'arrêté licence aussi précise que les blocs de compétences renforcent la cohérence et la lisibilité des parcours au regard des objectifs visés et facilitent l'insertion professionnelle. Elle fait de la licence une formation plus adaptée aux besoins de la formation tout au long de la vie. Je voudrais signaler aussi qu'il y a un autre élément de contexte qu'on a aujourd'hui, c'est que notre établissement va renouveler son offre de formation en 2024 et que pour renouveler cette offre de formation, on est aussi obligé de s'appuyer sur le contexte réglementaire dont les éléments que je viens de présenter ici. Et donc, mon propos va être de montrer quels sont les enjeux par rapport à ces blocs de connaissances et de compétences dont on voit qu'ils doivent servir, en tout cas pour la VAE, à avoir une meilleure compréhension de quelles sont les compétences qui sont développées dans les formations proposées par notre établissement. Et d'ailleurs, les témoignages qui ont été
fait juste à l'instant montre bien que parfois il y a des difficultés à faire des correspondances entre ce qu'on souhaiterait, ce que la formation propose, ce qu'on a pu développer comme compétences dans le milieu professionnel. Et donc ces blocs de compétences, en tout cas, ont pour ambition de rendre plus explicites les compétences qui sont travaillées dans les formations. Donc ça, c'est un des enjeux. Mais il y en a plusieurs. Donc ce que je viens de dire, un atout pour la formation tout au long de la vie, alors que ce soit les candidats à la VAE, mais que ce soit moi-même, j'ai été bénéficiaire à l'université de Poitiers d'une reprise d'études, puisque j'ai suivi un master en formation continue, et que j'ai été ravi de pouvoir voir dans la formation en fait explicitement quelles compétences allaient être travaillées. Mais c'est aussi un enjeu évidemment pour les financeurs qui peuvent avoir une attention aussi particulière aux compétences qui sont développées dans les formations qu'ils financent. Elle doit permettre, la visibilité de ces blocs de compétences doit permettre normalement à terme une modularisation et l'individualisation des formations, qui n'est pas non plus, alors on peut voir ça comme un enjeu, mais c'est aussi une problématique qu'il faut intégrer, parce que la modularisation et l'individualisation vient aussi impacter les dynamiques de collectifs de formation. Aujourd'hui, on a une offre modulaire à l'université. Elle interroge, et vous voyez bien aussi d'ailleurs les réformes du lycée qui viennent modifier, en fait, modulariser en fait les parcours au lycée, posent la question aussi de qu'est-ce que c'est un collectif en formation, quel parcours on a collectivement, comment on est solidaire aussi des uns des autres, comment on s'entraide. Donc cette question en fait interroge aussi l'individualisation et la modularisation, interroge ces dynamiques. J'ai pas appuyé, voilà. Donc je disais, un des enjeux, c'est aussi une meilleure lisibilité des compétences proposées. Et puis, d'élaborer son parcours de formation en fonction de ses besoins, de suivre son rythme, puisque les VAE, par exemple, hybrides, doivent aussi permettre de pouvoir valider une partie en VAE et de pouvoir valider l'autre partie en formation. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une visibilité et une cohérence que doivent permettre normalement les blocs de compétences. Donc ça, c'est pour les enjeux. Mais vis-à-vis de ces enjeux, en fait, en tant que service universitaire de pédagogie qui accompagne en fait les équipes, on sait qu'il y a un certain nombre d'obstacles pour la mise en œuvre de ces blocs. Donc j'en ai listé quelques-uns, c'est pas exhaustif, mais pour essayer d'illustrer quels sont les obstacles, et puis après on essaiera de voir aussi quels sont les leviers qu'on peut essayer de mobiliser pour contourner ou en tout cas dépasser ces obstacles. La première chose, c'est d'abord la complexité de l'ingénierie de formation. Parce que construire des blocs, c'est pas si évident de ça, et en particulier dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'a pas forcément l'habitude en fait de penser les formations en fait en blocs de compétences. D'ailleurs, les collègues, je pense, de l'IUT pourraient témoigner aujourd'hui aussi des difficultés en fait à mettre en œuvre l'organisation en blocs de compétences, bien que. Et alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais pour les IUT, il y a un programme national de formation. Et alors, je ne sais pas si un cadrage précis, ça facilite le travail ou si ça le complexifie. Je pense qu'à certains endroits, c'est bien quand on a un cadre qui est très rigide. Des fois, ça permet d'avancer plus vite. Et par moments, ça complexifie aussi les choses parce qu'il faut tenir le cadre. Mais en tout cas, c'est vrai que ça rajoute de la complexité dans l'ingénierie de formation, la mise en œuvre de ces blocs de compétences. Autre aspect, c'est la formation des équipes pédagogiques. J'entendais Charlotte Lécureuil qui évoquait en fait le fait de retravailler des maquettes, de repenser en fait à la structuration. Quand vous avez une appétence en fait pour les questions pédagogiques, évidemment c'est plus facile de s'y mettre, mais il n'empêche qu'il faut aussi maîtriser des concepts, s'approprier des fois de nouveaux termes, voilà. Et donc c'est un élément qui est important. Et finalement aujourd'hui il y a peu d'espace de formation à destination des équipes pédagogiques autour de ces questions. Et donc là aussi, je crois que Xavier Terrien l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a un travail à faire aussi d'explicitation et d'accompagnement autour de la formation des équipes pédagogiques. Il y a aussi une question qui est les cultures professionnelles à l'université.
Et quand je dis ça, en fait, je ne veux pas dire une culture professionnelle, parce que je crois que l'université, elle est très diverse, et les enseignants qui sont dans l'établissement sont aussi très divers. Il y en a certains, d'ailleurs, Charlotte Lécureuil l'évoquait tout à l'heure, certains qui ont une forte proximité aussi avec des milieux professionnels, etc., et qui, du coup, réinterrogent régulièrement dans leurs discussions avec ces professionnels les dispositifs de formation. Peut-être certains sont un peu plus éloignés et, du coup, peuvent avoir un regard qui est pas forcément dubitatif, mais en tout cas qui interroge, qui questionne la question des blocs de compétences. Et donc, du coup, je pense qu'il faut travailler ça, au moins en explicitant mieux ce que c'est, en essayant de préciser quels sont les avantages, mais aussi en identifiant les inconvénients, parce que je pense qu'il faut aussi dire que ça pose un certain nombre de problématiques, et il faut pouvoir les nommer pour que chacun se sente à l'aise dans ce qu'il a à faire. Et puis, un des obstacles, c'est aussi de décliner l'ingénierie de formation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des blocs de compétences, oui, d'accord, mais il y a une déclinaison dans l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire concrètement ce qu'on fait avec les étudiants, c'est-à-dire ces blocs de compétences, ça a un impact très concret sur ce qui se passe dans le cours. Et si je prends l'exemple, encore une fois, de l'IUT qui l'illustre bien, par exemple, on a vu apparaître l'utilisation de portfolios ou de e-portfolios. Et ces e-portfolios, s'ils sont des outils très utiles pour les candidats, parce qu'ils permettent de mieux identifier les compétences, etc., ça nécessite aussi, pour les équipes pédagogiques, de s'approprier l'outil. De s'approprier, de définir des temps spécifiques où on va parler des compétences, de le mettre en parallèle avec les portfolios. Et donc ça aussi, ce sont des outils qui peuvent être intéressants, mais qu'il faut s'approprier. Donc pour terminer, en fait, quelques leviers, me semble-t-il, qu'on peut essayer d'activer pour dépasser ces obstacles. Première chose, c'est, je pense, renforcer les collaborations entre les services universitaires de pédagogie, mais aussi les services de la formation, les services de la formation continue, bien sûr, et les équipes pédagogiques. C'est-à-dire d'avoir des expertises diverses qui travaillent ensemble pour faciliter le travail des équipes, parce que c'est conséquent, des fois c'est chronophage, et donc du coup, avoir des gens qui peuvent avancer un peu le travail, faciliter le travail des équipes, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait grandement favoriser l'existence de ces blocs de compétences. Un dispositif qui vient d'être, qui existe maintenant depuis 2019, me semble-t-il, ou peut-être 2020, j'ai un doute, mais c'est un dispositif qui s'appelle le congé pour projet pédagogique, qui est le pendant du congé pour reconversion thématique, qui concerne la recherche. Maintenant, il existe au sein des établissements d'enseignement supérieur la possibilité pour des enseignants de solliciter un congé pour projet pédagogique pour réfléchir à sa pratique d'enseignement, mais aussi peut-être réfléchir à l'offre de formation. Et dans les 9 projets qui ont été retenus cette année, il y a des enseignants qui vont travailler plus spécifiquement à la création, par exemple, de masters, et donc ils vont pouvoir aussi réfléchir à la structuration en blocs de compétences. Et on sait qu'avoir du temps pour pouvoir le faire, c'est essentiel. Donc ce projet congé pour projet pédagogique peut être un élément qui facilite. Évidemment, les formations proposées par l'établissement et des accompagnements pluriprofessionnels. Le CAP va proposer une formation autour des blocs de compétences et de l'approche par compétences. Donc on espère que cet élément pourra aussi aider les équipes à se lancer. Et puis enfin, il nous semble que c'est important de pouvoir visibiliser les expérimentations. Peut-être que je viendrai vous voir, Charlotte, aussi pour reparler des blocs de compétences dans votre formation, parce que je pense que c'est important de les rendre visibles pour donner aussi envie aux autres de se lancer, comprendre les difficultés, mesurer les écueils et puis les risques aussi possibles. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important de pouvoir rendre compte des expérimentations qui ont eu lieu. À l'IUT, c'est important aussi parce que là, il commence à y avoir un certain nombre de compétences qui ont été développées là-dessus et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ces expériences pour en engager de nouvelles. Je vous remercie. Merci beaucoup.